Bonjour, dans les épisodes précédents, nous avons vu comment les thérapies cognitives et comportementales prétendent à atteindre leur objectif d'aider un patient. Nous avons vu qu'elles utilisaient des méthodes issues de courants théoriques qui essayent de comprendre comment l'individu développe ses symptômes, soit par association avec son expérience, comme dans la première vague issue du behaviorisme, soit du fait de son interprétation de la réalité, comme dans la deuxième vague issue du cognitivisme, et enfin, soit par manque d'acceptation de ses réactions émotionnelles, comme dans la troisième vague. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un élément essentiel à toute psychothérapie, c'est l'alliance thérapeutique. Dans tous les cas, peu importe quelle est la raison qui fait que le patient souffre, la solution passe par un changement de son fonctionnement. Mais changer est une chose fastidieuse, car un individu est habitué à son fonctionnement et celui-ci est souvent très ancré dans son quotidien, ses relations sociales, l'image qu'il a de lui, et ne lui demande aucun effort pour subsister. Alors que changer implique de produire un effort pour créer de nouvelles habitudes. Et il est difficilement concevable que le patient ait la motivation suffisante pour produire cet effort si, à la base, la relation qu'il entretient avec son thérapeute est de mauvaise qualité. Et donc, le thérapeute doit être un spécialiste du lien humain, du lien qu'il crée avec son patient. Cette alliance, cette relation thérapeutique est donc un socle sur lequel va se reposer le fonctionnement formel de la thérapie, dans lequel le thérapeute va procéder à une évaluation de la situation du patient, puis à une formulation de son cas, à un diagnostic, va ensuite former un plan de la thérapie et va mettre en application ce plan au cours de la thérapie. Mais si cette relation thérapeutique implique des compétences sociales, elle n'est pas à confondre avec les relations que l'on pourrait créer avec n'importe qui, avec qui on sympathiserait. On imagine difficilement qu'il soit possible de mener un travail efficace avec une personne qui souhaite préserver son image de soi auprès de vous, car vous faites partie de son cercle d'amis proches, et qui accepterait de faire un travail fastidieux sur toute cette détresse psychologique qui le traverse au quotidien. Ainsi, cette relation thérapeutique doit viser un balancement parfait entre des aspects relationnels spontanés qui vont de l'amour à la haine et qui sont inévitables à partir du moment où deux êtres humains entrent en relation, et une maîtrise de ce cadre de travail qui doit être propice à l'évolution du patient afin de sortir de cette phase de détresse psychologique. Ainsi, si l'hostilité, la méfiance et la séduction sont des choses qui peuvent apparaître au cours d'une thérapie, le travail du thérapeute sera d'analyser l'état de cette relation afin de l'amener vers une relation de confiance entre le patient et son thérapeute. Et c'est seulement ainsi, à travers cette confiance, que naît l'alliance thérapeutique. Pour le dire simplement, en prenant la définition qu'en fait Mahoney en 1999, l'alliance thérapeutique, c'est une relation de travail faite de confiance, de respect mutuel et d'attention. Le terme d'alliance thérapeutique a été introduit à la moitié du XXe siècle et est issu de la tradition psychanalytique nord-américaine. Dans cette conception, l'alliance thérapeutique consistait à s'opposer au phénomène de résistance qui émanait du patient. Mais dans les années 70, l'alliance thérapeutique va être conçue d'une autre façon, dans laquelle le patient et le thérapeute forment une équipe dans un combat qui les oppose à la souffrance du patient, à ses symptômes. Suite à cela, des travaux de recherche ont eu pour objet de déterminer quels étaient les facteurs qui étaient déterminants dans cette question d'alliance thérapeutique, c'est-à-dire des facteurs qu'on a pu identifier comme participant à la bonne réussite de la thérapie. Le premier de ces facteurs est la nécessité pour le patient de s'investir dans la thérapie. On comprend bien que si le patient est soit en incapacité physique de faire quelque effort pour appliquer les solutions que le thérapeute lui propose afin de dépasser sa souffrance, cela s'arrête ici. De la même façon, si le patient souffre trop quand il essaye d'appliquer les exercices qui lui sont proposés et qu'il est obligé de s'arrêter constamment, il va être impossible d'avancer vers de meilleures conditions. Le deuxième facteur est celle du lien affectif du patient envers le thérapeute. Il est très important que le patient soit dans un sentiment de confiance par rapport à son thérapeute, ou même encore qu'il puisse avoir envie de satisfaire cette personne qu'il apprécie en lui montrant qu'il fait des efforts. Dans tous les cas, qu'il ait un lien affectif positif envers ce thérapeute, car sinon il sera freiné dans ses efforts, dans sa motivation, ce qui rendra très difficile son évolution. Un troisième facteur est celui de la compréhension et de l'engagement affectif
du thérapeute pour son patient. Sans engagement affectif, c'est-à-dire sans que le thérapeute ressente un enjeu dans la réussite de cette thérapie, sans qu'il ait envie de voir ce patient aller mieux, et sans qu'il transmette au patient ses affects positifs, non seulement le thérapeute va manquer de motivation et d'efficacité dans son traitement, mais ce manque d'engagement va également être ressenti par le patient, ce qui risque de le démotiver lui aussi. Et de la même façon, sans une capacité de compréhension de la personnalité du patient, compréhension de la véritable nature de sa problématique, de ses motivations, les choix que feront le thérapeute seront inadaptés et le patient, lui, ressentira cette incompréhension, ce qui risque fortement de le déstabiliser et d'affecter la relation qu'ils construisent ensemble. Et enfin, le quatrième facteur est la nécessité d'un accord entre le patient et le thérapeute sur le contenu de la thérapie, sur son plan de déroulement, sur les objectifs qui sont visés, bref, sur tout le contenu formel de la thérapie. On peut très bien comprendre que s'ils ne sont pas d'accord, les exercices que va proposer le thérapeute au patient ne vont pas être appliqués. Le patient, comme toute personne à qui on demande de faire quelque chose qui pour lui n'a pas de sens, va manquer d'énergie dans la réalisation de ses objectifs. Et si le patient se met à ressentir ce qu'il fait comme une corvée qui lui est imposée par le thérapeute, on comprend très bien qu'on n'arrivera pas à développer cette confiance qui est fondamentale dans l'apparition d'une alliance thérapeutique. 4 facteurs donc: capacité de travail, lien affectif, compréhension et engagement affectif, et entente. Le thérapeute, donc, doit être capable de comprendre et d'être motivé pour soigner son patient. Cela implique une compétence humaine particulière, c'est l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité à percevoir les émotions des autres, à les comprendre. Elle est fondamentale, que ce soit pour faire passer un message correctement auprès d'une personne, ici le patient, pour détecter l'évolution de sa situation psychologique, si sa souffrance se dissipe, de comprendre les causes de cette souffrance que le patient n'arriverait pas à formuler correctement, en détectant ses réactions émotionnelles, etc. L'empathie est aussi essentielle dans la thérapie que l'émotion est centrale dans la souffrance. Mais cette empathie doit être maîtrisée par le thérapeute. Il ne doit pas tomber dans un versant de l'empathie dans lequel la souffrance du patient le mettrait lui-même dans un tel état de souffrance qu'il serait alors incapable de l'aider. Ce serait alors ce qu'on appelle la détresse empathique. L'empathie que l'on va chercher et qu'on a décrite plus haut, cette capacité à comprendre les émotions des autres, à avoir envie de les aider, cette force qui nous motive en tant que thérapeute dans le travail que nous faisons avec le patient. Ce versant de l'empathie, c'est la compassion. Cette empathie, donc, est essentielle afin de construire la confiance qui va fonder l'alliance thérapeutique. L'apparition de cette confiance demande au thérapeute une maîtrise de son cadre thérapeutique et de l'image qu'il va renvoyer au patient. Il faut que ce patient ait la conviction que le thérapeute qu'il a en face de lui est une personne de valeur, qu'il a la capacité de l'aider, et qu'il ne fait pas que se cacher derrière son statut en brandissant de grandes théories et des mots compliqués, mais qu'il dit ce qu'il pense au patient sur son problème de manière authentique. Ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que le thérapeute doit être la personne qu'il veut que le patient croit avoir en face de lui. Voyons désormais les caractéristiques spécifiques à la relation thérapeutique dans les thérapies cognitives et comportementales. 4 caractéristiques de cette relation thérapeutique ont été identifiées dans les travaux de Wright, Basco et Taze. Il s'agit d'un degré élevé de collaboration, d'une forte centration empirique, c'est-à-dire de se focaliser sur l'expérience du patient, d'une communication ouverte. On va laisser la place à de nouvelles idées d'émerger, on va laisser la parole au patient pour ce qui est d'obtenir des informations sur l'expérience qu'il vit. On ne va pas être dans une communication purement protocolaire dans laquelle le thérapeute aurait toutes les réponses. Et enfin, des interventions souvent centrées sur l'action. En effet, dans les TCC, on va demander aux patients d'adopter des pratiques qui vont viser soit la modification de ses comportements, de ses croyances, etc., de son ressenti, là où par exemple une cure psychanalytique pratiquerait des interventions plutôt centrées sur l'interprétation symbolique du contenu psychique du patient. Et donc plus largement, en TCC, on peut distinguer 2 facettes qui contiennent plusieurs facteurs afin de décrire ce rapport collaboratif. Comme on l'a dit tout à l'heure, la relation thérapeutique est un mélange entre des contenus qui sont propres aux relations humaines en général et une capacité du thérapeute à maîtriser le cadre de sa thérapie pour mener à bien le travail thérapeutique. Ces 2 facettes sont donc une facette affective, liée au lien humain, et une facette professionnelle, liée au travail thérapeutique. Commençons par la facette affective. Nous avons déjà vu l'empathie, qui consiste à comprendre l'expérience de l'autre. C'est donc un facteur essentiel
à la facette affective du rapport collaboratif, tout comme l'authenticité, dont nous avons un peu parlé précédemment, et la chaleur. Le thérapeute et son patient vont avoir besoin de se comprendre s'ils veulent mener à bien ce travail. Pour cette raison, et puisque le patient doit également faire confiance en son thérapeute et en son honnêteté, celui-ci doit exposer au patient sa véritable position par rapport à sa situation. Cela ne veut pas dire qu'il doit dire tout ce qui lui passe par la tête de manière spontanée et sans chercher à y mettre des formes, mais plutôt qu'il ne doit pas mentir sur ce qu'il pense de cette situation. Cela évitera également qu'apparaisse dans la relation entre le thérapeute et son patient une forme de malaise qui risquerait d'arriver autant chez le thérapeute s'il se met à cacher son véritable avis, sa véritable position, et chez le patient s'il se met à percevoir des signes de manque d'honnêteté, d'authenticité chez son thérapeute, ce qui risque de faire baisser son niveau de confiance en lui. L'authenticité donc est quelque chose de fondamental, autant pour le bien-être du thérapeute que pour le bon avancement du travail. La chaleur est également une partie essentielle de la facette affective du rapport collaboratif, puisqu'elle va permettre d'une part au patient de mieux apprécier son thérapeute, car celui-ci va lui envoyer de la motivation, du plaisir, et le patient aura envie d'être ici avec lui pour travailler sur ses difficultés. Et d'autre part, la chaleur va aider le thérapeute dans le développement de son empathie nécessaire à sa compréhension du patient. En adoptant un comportement chaleureux, il s'auto-motive à s'intéresser au patient et augmente sa sensibilité envers lui. Empathie, authenticité et chaleur sont donc 3 caractéristiques de cette facette affective du rapport collaboratif. Rentrons désormais plus en détail dans la facette professionnelle, c'est-à-dire ces aspects propres à l'avancée du travail thérapeutique et qui concernent le thérapeute. Cette facette professionnelle du rapport collaboratif en TCC est composée du statut du thérapeute, de ses compétences et de son expérience. Vous n'entrez pas en interaction de la même façon avec votre médecin, votre avocat ou votre psychologue. C'est parce que son statut professionnel lui donne des droits et des devoirs, qui déterminent les raisons qui font que vous entrez en interaction avec et les attentes que vous vous faites de cette interaction. Ainsi, le patient sait qu'il n'est pas là pour voir cette personne, mais pour un travail thérapeutique. Le statut va donc faciliter la thérapie, car il va avoir tendance à mettre d'office le patient et le thérapeute dans une certaine position propice à ce cadre, et va permettre de rassurer le patient, car il aura plus de chances de penser qu'il est au bon endroit pour résoudre ses problèmes. Le fait d'intégrer ce statut va bien sûr passer par les a priori que le patient se fait d'un psychologue, mais également par la communication, lorsque le psychologue va lui-même s'introduire, présenter sa profession et expliquer au patient la nature de ce statut. Ensuite, les compétences. Comme on l'a vu dans les précédents épisodes, les thérapies cognitives et comportementales sont un ensemble de techniques qui ont été développées au cours du temps pour être appliquées dans le cadre clinique. Le thérapeute doit donc maîtriser son sujet, être capable d'appliquer ces différentes techniques au bon moment et être capable d'évaluer les effets de ces techniques sur le patient afin d'adapter la thérapie en cas d'échec. Tout cela ne s'improvise pas et c'est donc les compétences du thérapeute qu'il aura acquis au cours de sa formation qui vont lui permettre de faire avancer la thérapie. Sa capacité à exploiter ses compétences sera soutenue par son expérience professionnelle au cours desquels il va pouvoir s'appuyer sur le travail qu'il aura déjà fait avec d'anciens patients pour s'adapter plus rapidement et mieux comprendre les nouveaux cas auxquels il aura à faire face dans son métier. Statut, compétences et expérience sont donc 3 caractéristiques de cette facette professionnelle du rapport collaboratif dans les thérapies cognitives et comportementales. Et c'est donc ces 2 facettes qui doivent être maîtrisées par le thérapeute. Leur maîtrise simultanée va constituer la force du travail thérapeutique. En s'appuyant sur ses capacités relationnelles et sa compétence professionnelle, le thérapeute aura le maximum de chances d'aider son patient. Pour cela, il va devoir d'une part gérer des phénomènes venant du patient qui ont tendance à freiner la thérapie et d'autre part maîtriser l'équilibre de la relation qu'il entretient avec son patient. Ces phénomènes émergents du patient sont nommés les phénomènes de résistance et de réactance. Le premier, le phénomène de résistance, correspond aux difficultés que le patient va avoir à s'engager correctement dans la thérapie, à être honnête avec son thérapeute, à comprendre ce que celui-ci lui dit, à accepter sa situation, etc. En bref, avec la résistance, le patient va traîner les pattes et freiner l'avancée de la thérapie. La réactance, elle, consiste en un refus clair et explicite
du patient envers le thérapeute et la thérapie. Le patient cesse de vouloir s'engager correctement dans celle-ci et le processus est absolument stoppé jusqu'à ce que celui-ci se décide à jouer le jeu de nouveau. Le thérapeute devra donc jouer de ses qualités relationnelles afin de toujours garder le patient motivé à s'investir dans la thérapie. D'autre part, le thérapeute doit s'assurer qu'un juste équilibre existe dans la relation avec son patient entre une relation de complémentarité, c'est-à-dire dans laquelle le thérapeute va être capable d'apporter des choses au patient et va adopter un statut de spécialiste que le patient doit écouter, et la symétrie, c'est-à-dire un mode de relation dans lequel le patient et le thérapeute sont sur un pied d'égalité et peuvent se parler librement de ce qu'ils pensent sans y mettre de barrière. Il ne faut tomber dans l'extrême d'aucun des deux. Trop de complémentarité reviendrait à un patient soumis qui écoute tout ce que lui dit le thérapeute comme un professeur, ce qui a alors pour conséquence qu'il ne prend pas lui-même les initiatives qui vont lui permettre d'enclencher son changement. Et d'un autre côté, un excès de symétrie serait mauvais, car en ne prenant pas le temps de bien réfléchir à ce que le thérapeute va dire à son patient, la thérapie risque de vite se transformer en discussion de comptoir, et ne sera pas efficace pour aider le patient. Pour conserver cet équilibre et éviter les phénomènes de résistance et de réactance, le thérapeute va utiliser la technique du petit vélo. C'est une façon de penser le fonctionnement de la thérapie dans lequel il existe d'une part le thérapeute, son patient et la relation entre les deux, et d'autre part tout ce que le thérapeute fait envers son patient et envers cette relation. Le thérapeute est observateur de lui-même et de la situation, il va s'assurer de gérer ses émotions, son empathie et toutes les qualités qui lui sont propres, de modifier son comportement au besoin pour contrebalancer la symétrie et la complémentarité afin de garder l'équilibre, et va observer les réactions verbales et non verbales de son patient pour s'assurer de son évolution et de son état au moment présent. Ce sont donc 3 niveaux d'observation du thérapeute sur sa thérapie, envers lui-même, envers la relation avec son patient et envers son patient. Dans les premiers temps, il fera surtout très attention à créer rapidement un lien de confiance avec la personne qu'il reçoit dans son cabinet. C'est ce que Luborsky appelle l'alliance de type 1. Puis au cours de la thérapie, à travers la technique du petit vélo, le thérapeute va observer l'évolution de l'alliance qu'il entretient avec son patient afin de pouvoir agir au mieux pour la maintenir dans le temps. Et c'est surtout cette capacité qui va compter dans l'alliance thérapeutique entre le thérapeute et son patient. Car même si certaines études ont montré que certains types de personnalités ou certains fonctionnements interpersonnels pouvaient rendre difficile la création d'une alliance thérapeutique avec son thérapeute, ce qu'il ressort de ces études, c'est que c'est surtout les compétences du thérapeute à conserver une bonne relation de travail, une alliance thérapeutique avec son patient, qui va compter. Dans le prochain épisode, nous continuerons les thérapies cognitivo-comportementales, cette fois en nous intéressant au style thérapeutique des thérapies cognitivo-comportementales et à différentes techniques qui peuvent être utilisées dans l'entretien avec un patient. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en laissant des commentaires, des pouces bleus et en vous abonnant. On vous dit à dans 3 jours pour la suite, et bonne chance à tous!